L'industrie du jeu vidéo est en crise. Des milliers d'emplois sont supprimés. Des projets à 200 millions de dollars sont abandonnés. Derrière des portes closes, les PDG paniquent. Mais dans un petit bureau à Bellevue, 360 personnes gagnent plus d'argent que l'ensemble des employés d'Electronic Arts réunis. Ils ne font pas que gagner. Ils changent la manière dont nous pensons que les entreprises modernes sont censées fonctionner. Et s'ils ont raison, ce n'est pas seulement que toute l'industrie du jeu vidéo est en difficulté, elle repose sur un mensonge. Chapitre 1. Le fantôme dans la machine. Au cours du premier semestre, 2024 11 000 emplois ont disparu parmi les 10 plus grandes sociétés cotées du jeu vidéo. Microsoft a fermé Arkane Austin. Tango Gameworks a disparu presque du jour au lendemain. Embracer Group a fermé des divisions entières à travers le monde. La restructuration a causé le licenciement de plus de 4000 employés, et la fermeture de 44 studios Sony a aussi été touchée. La restructuration interne a touché son écosystème PlayStation, avec des studios discrètement fermés ou absorbés. Dans toute l'industrie, le schéma était identique. Il semblait que personne n'était épargné, à l'exception d'une entreprise privée dans l'État de Washington. L'effectif de Valve est resté stable, entre 330 et 360 personnes. Il n'y a eu ni licenciement, ni vague d'embauche, et aucun drame trimestriel. Les chiffres confirment le statut de Valve. Steam à lui seul a généré plus de 16 milliards de dollars de revenus en 2025. L'entreprise devait dépasser 17 milliards de dollars. Rapporté à leur effectif minuscule, on approche des 50 millions par employé. Microsoft, avec son système d'exploitation, son empire du cloud et la Xbox réunis, génère environ 1 240 000 dollars par employé. Valve atteint un chiffre 40 fois plus élevé. Des documents d'un procès antitrust de 2021 ont révélé quelque chose d'encore plus accablant pour le reste de l'industrie. Le salarié moyen chez Valve empochait près d'1 300 000 dollars par an. Ce chiffre remonte à plusieurs années. Ce chiffre est presque certainement plus élevé aujourd'hui, mais il ne s'agit pas seulement d'une histoire de rémunération, et ce n'est pas non plus une question de chance, parce que si l'on regarde de près, la différence ne tient pas à la performance, mais à la structure. Les entreprises de jeux vidéo cotées en bourse, soumises aux attentes des investisseurs, ont gonflé leurs effectifs pendant le boom de la pandémie. Elles ont embauché de manière agressive, puis ont réduit tout aussi rapidement lorsque le marché a changé. Quand les choses ont mal tourné, elles ne se sont pas contentées de s'ajuster. Elles ont licencié par vagues. Valve n'a pas suivi ce cycle. Leur effectif agit comme un plafond, non comme un objectif de croissance. C'est une structure qui reste dans ses propres limites. Que cela révèle-t-il sur l'industrie ? L'industrie du jeu vidéo, valorisée à 200 milliards de dollars, mise sur une expansion continue. Studios, équipes et budgets toujours plus grands. Pourtant, ce modèle pose peut-être problème, au lieu d'apporter des solutions. Les premiers indices proviennent de l'unique entreprise qui refuse de suivre. Chapitre 2. Le miracle du marketing à 0 $. Dans le jeu vidéo AAA moderne, les budgets ne se contentent plus d'être importants. Ils deviennent extrêmes. Le jeu Concorde de Sony illustre bien ce phénomène. Des rapports évoquent un coût de développement de plus de 200 millions de dollars. Certaines estimations atteignent près de 400 millions, sans inclure le marketing, l'acquisition du studio ou la campagne de lancement. 8 ans de développement ont été nécessaires. Le studio derrière ce jeu, Firewalk, a été entièrement racheté par Sony en avril 2023. Ils ont misé gros sur Concorde comme leur prochain grand succès en jeu-service. Le jour où Concorde a été lancé sur Steam, 697 joueurs étaient au rendez-vous. Le titre s'est vendu à près de 25 000 exemplaires, et Sony l'a retiré des rayons 14 jours plus tard en remboursant tous ceux qui avaient payé. Sony a complètement fermé Firewalk 2 mois plus tard. Des années de travail, des centaines de millions en capital, tout a été anéanti en quelques mois. À la même période, Valve a lancé un projet nommé Deadlock sur Steam, accessible uniquement sur invitation, sans bande-annonce, tournée de presse, exclusivité IGN, ni budget marketing. Les critiques qui ont essayé d'en parler se sont vus demander de ne pas le faire. L'information s'est répandue à travers les serveurs Discord. Le 2 septembre 2024, Deadlock a atteint un pic de plus de 160 et 11 000 joueurs simultanés. Concorde a coûté à Sony environ 287 000 dollars par utilisateur simultané au pic. Deadlock n'a pratiquement rien coûté à Valve. La tendance ne se limite pas à ces deux titres. Eldiver 2 a explosé début 2024 presque uniquement grâce au bouche à oreille. Il s'est vendu à plus de 12 millions d'exemplaires en seulement 3 mois. Le marketing s'appuyait principalement sur des mèmes spontanés sur la planète fictive Malevolent Creek. Manor Lords, créé principalement par un seul Polonais, a dépassé 2 millions de ventes en 3 semaines, sans budget publicitaire, porté uniquement par sa communauté. Un gros budget marketing éloigne-t-il vraiment les joueurs ciblés par ces jeux ?
Quand Sony a investi l'équivalent du PIB d'une petite nation insulaire pour promouvoir Concorde, leur public cible a perçu autre chose. Ça sent la communication d'entreprise, et ça en fait trop. L'intérêt réel ne vient pas des publicités, mais de l'enthousiasme et du bouche à oreille. Valve a fondé sa stratégie sur ce principe. L'accès se mérite, pas s'achète. Et cela fonctionne. Les petits studios copinent déjà ce format. Le modèle de lancement publicitaire disparaît. Une meilleure alternative a prouvé son efficacité. Chapitre 3. L'anomalie de la production. Ce qui surprend le plus chez Valve, ce n'est pas leur production, mais la cohérence de leur fonctionnement. Prenez Counter-Strike 2. Ce n'était pas qu'une suite. Cela impliquait une migration vers Source 2, un éclairage entièrement reconstruit, et une refonte totale du code réseau pour le jeu de tir compétitif le plus joué au monde. Et il y a aussi le matériel. Le Steam Deck OLED n'était pas simplement une mise à jour, c'était une nouvelle version de matériel portable personnalisé, conçu autour de l'écosystème même de Steam. Même leurs anciens projets suivent toujours la même logique au fil du temps. Half-Life Alyx demeure la référence en réalité virtuelle, même des années après sa sortie. Chaque élément semble séparé au premier abord, mais ensemble, ils ne se comportent pas comme des projets isolés. Ils fonctionnent comme un seul système qui ne s'arrête jamais vraiment. Et tout cela fonctionne avec environ 360 personnes, tout en gérant la plus grande boutique numérique sur PC, et en exploitant plusieurs des plus grands jeux-services au monde. Maintenant, comparez cela à la norme de l'industrie. Chez Microsoft, EA ou Activision, il n'est pas rare qu'un seul blockbuster AAA nécessite des équipes plus importantes que l'ensemble du personnel de Valve. Et même avec toutes ces ressources, ces jeux géants subissent encore d'énormes retards. Comment ? La réponse est simple. Valve continue d'empiler les avantages. Chaque projet repose sur une base existante. Counter-Strike 2 a hérité d'un public forgé en 20 ans. Deadlock n'a pas eu à gérer paiement ou distribution. Steam le faisait déjà. Le Steam Deck n'a pas eu besoin de créer un écosystème logiciel à partir de zéro. Proton faisait déjà le gros du travail. Rien ne commence à partir de zéro. Et à cause de cela, Valve ne fait pas évoluer son équipe comme le font les autres entreprises. Elle reste petite par choix. Il n'y a pas de bureaucratie de direction, pas de révision par des groupes de discussion ni d'examen par les actionnaires. Les petites équipes qui vont dans la même direction ont tendance à battre les grandes bien plus souvent qu'on ne le pense. A l'inverse, quand une entreprise annonce des milliers de recrutements de développeurs, cela peut sembler positif mais n'accélère pas forcément les sorties de jeux, voire parfois l'inverse. Dans certains cas, cela peut signifier des résultats plus lents à long terme. Chapitre 4. La hiérarchie de l'ombre. Il existe une version idéalisée de Valve, qui est souvent reprise dans les articles technologiques. La hiérarchie plate, les bureaux à roulettes. Le manuel de l'employé affirme que vous pouvez rejoindre le projet qui vous motive le plus. Belle histoire, mais ce n'est qu'une demi-vérité, du moins selon ceux qui y ont travaillé. Les avis Glassdoor et témoignages d'ex-employés révèlent un aspect absent de la brochure. Un clan. Pas au sens conspirationniste, mais il existe des groupes de longue date composés d'ingénieurs seniors, de designers et d'économistes. Ils choisissent discrètement quels projets seront financés ou écartés, et quelles recrues seront intégrées, ou mises à l'écart. Un ancien employé a comparé la dynamique sociale à celle d'une cafétéria de lycée, avec un pouvoir budgétaire. Un autre a décrit le fait d'être techniquement libre de travailler sur n'importe quoi, tout en étant incapable d'obtenir la collaboration de qui que ce soit sur le projet qu'il avait choisi. Même sans titres officiels, il y a toujours du pouvoir au sein de l'entreprise. La rémunération peut varier énormément en fonction de la perception des pairs. Les collègues s'évaluent mutuellement et les primes ou l'influence en découlent. Si quelqu'un n'arrive pas à comprendre les règles non écrites du groupe, il ne reste généralement pas longtemps. La liberté est réelle, mais la pression qui l'entoure l'est tout autant. Valve accorde une grande autonomie et une rémunération élevée à ceux qui s'intègrent, tandis que ceux qui ne s'adaptent pas partent vite. Une entreprise cotée ne survivrait pas à cette culture. Conformité et RH interviendraient, entraînant des actions collectives. L'intensité qui pousse l'équipe de Valve à se dépasser n'est pas compatible avec les règles d'une entreprise cotée. Le système fonctionne, mais pas de la manière pure et idéaliste que suggère la mythologie. Il y a une phase plus dure derrière tout ça. Prétendre le contraire, c'est ignorer les personnes qui ont réellement dû vivre à l'intérieur de ce système. Mais ce modèle prouve une chose que le reste de l'industrie a fini par négliger. Recruter de petites équipes très compétentes et adaptées à la culture vaut mieux qu'embaucher massivement. Il ne s'agit pas d'imiter les cabales, la vraie leçon est plus simple, réduire ses critères d'embauche pour croître vite nuit discrètement à l'entreprise. Une entreprise qui reste petite choisit ses employés avec soin, elle protège les clés de son succès.
Cette entreprise agit sans doute plus pour ses employés qu'une autre ayant triplé ses effectifs pour l'image sur LinkedIn, surtout quand la moitié a été licenciée 2 ans après. Ce système favorise une structure plus petite, mais plus rigoureuse. Les employés sont en réalité mieux payés et la productivité augmente. Que cela fonctionne ou non comme entreprise n'est plus sujet à débat. Chapitre 5. L'empire passif. Mais l'ampleur réelle de Valve ne vient pas de la vente de jeux. Steam prend une commission sur chaque jeu vendu sur la plateforme, historiquement autour de 30%, avec une réduction pour les éditeurs à gros volume. Cela représente déjà un business énorme, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il existe aussi des places de marché pour les objets en jeu, surtout dans Counter-Strike 2 et Dota 2. Les joueurs échangent armes, skins, breloques et objets cosmétiques dans des volumes dignes des marchés financiers, plutôt que d'une économie de jeu. Et Valve prend 15% de chaque transaction. Rien que l'économie des caisses et des skins de Counter-Strike a généré plus d'1 milliard de dollars en 2023. Les revenus arrivent que Valve sorte ou non du nouveau contenu. Pendant les périodes de pointe, on estime que le marché à lui seul génère des revenus considérables, parfois plus que les gains annuels totaux d'éditeurs de taille moyenne. Et rien de tout cela ne vient d'un nouveau jeu. Le bénéfice stratégique est immense, contrairement à la plupart des sociétés de jeux qui doivent constamment sortir des nouveautés pour survivre. Valve n'a pas ce souci. Leur système garantit une trésorerie stable, leur permettant d'expérimenter, d'arrêter ou de suspendre des projets, et d'attendre 10 ans s'ils le veulent, sans pression pour sortir des suites. Ils peuvent se permettre d'attendre jusqu'à ce que quelque chose devienne intéressant. Contrairement à un éditeur brûlant des centaines de millions par trimestre, dont le conseil exige des progrès simultanés sur plusieurs projets de jeux-services, la différence tient aussi à la marge de manœuvre, pas seulement à l'échelle. Alors pourquoi Valve n'a-t-il pas fait comme Microsoft en rachetant tous les studios possibles? Cette retenue fait partie intégrante de leur stratégie. Les acquisitions impliquent de fusionner des cultures, d'augmenter les effectifs et d'exposer à de nouveaux risques juridiques et de gestion, que Valve évite depuis 30 ans. Les entreprises cotées, poussées par les exigences de dividendes ou par leurs actionnaires, finissent presque toujours par utiliser leur excédent de trésorerie à quelque chose. Valve laisse simplement l'argent s'accumuler et l'investit dans quelque chose qui l'intéresse. La véritable indépendance, c'est posséder sa propre distribution, pas la louer à quelqu'un d'autre. Que signifie cela pour les studios coincés sur des plateformes de vente qu'ils ne possèdent pas? La réponse n'est pas très encourageante, mais la façon de présenter les choses rend tout beaucoup plus clair pour ceux qui essaient de comprendre où se trouvent réellement les avantages. Chapitre 6. Le pari sur 10 ans. La plupart des gens se souviennent du lancement du Steam Deck en 2022 et de son succès. Ce qu'on oublie, c'est tout ce qui s'est passé avant. La version complète de SteamOS a finalement été lancée en même temps que les premières Steam Machines commerciales à la fin de 2015. Les manettes vendues séparément n'ont atteint que 500 000 unités à la mi-2016, et les consoles se sont encore moins bien vendues. Le projet semblait être un échec. Une entreprise classique l'aurait abandonné. Google a lancé Stadia en 2019 et l'a enterré seulement 3 ans et demi plus tard. Crucible d'Amazon n'a même pas tenu 6 mois. Valve n'a pas abandonné SteamOS. Ils l'ont maintenu en vie. Ils ont créé Proton, un logiciel permettant aux jeux Windows de fonctionner sur Linux sans intervention des développeurs, et ont ouvert certaines parties à tous. Ils ont continué à améliorer Linux en y contribuant directement, sans précipiter les choses. Pendant près de 10 ans, cela semblait un projet annexe coûteux. Puis, le 25 février 2022, le Steam Deck est sorti. Non seulement il s'est vendu, mais il a aussi créé toute une nouvelle catégorie. Soudainement, la décennie de travail sur Linux est devenue la base d'un écosystème matériel, qui commençait à éroder la mainmise de Microsoft sur le jeu PC. L'idée que Windows est le seul endroit où les jeux sérieux peuvent survivre a commencé à s'effondrer. Chacun de ces achats éloignait un peu plus le jeu PC de l'ancien modèle économique de Microsoft. Cela a si bien marché que les concurrents se sont démenés pour tenter de se mettre au niveau d'un avenir que Valve préparait depuis des années. Asus, Lenovo, MSI et d'autres ont depuis développé leur propre console portable sous Windows. En tant que société cotée en bourse, impossible d'agir ainsi. Les actionnaires veulent des bénéfices, pas attendre 10 ans pour un système d'exploitation. Valve, elle, n'a pas ce souci. Gabe Newell détiendrait plus de 50% de l'entreprise, ce qui change tout. Aucun conseil d'administration n'impose une autre direction. Aucune pression pour afficher des victoires rapides au détriment du long terme. Les décisions n'ont pas à paraître avantageuses dans le prochain rapport financier, mais doivent rester pertinentes sur la durée. Le capital patient, lorsqu'il est réellement investi sur la durée, surpasse largement l'argent à court terme. Ce n'est même pas un combat équitable. Les entreprises contrôlées par leurs fondateurs, les actions à double catégorie et le maintien du statut d'entreprise non cotée sont peut-être les seuls moyens de faire fonctionner une stratégie de long terme.
Les gens commencent maintenant à y prêter attention parce que la plupart de ces structures émergent actuellement dans le secteur technologique. La stratégie est assez claire pour être copiée. Chapitre 7. Le dernier gardien. Valve présente Steam comme une plateforme ouverte. Toute personne disposant d'un compte développeur et de 100$ peut publier un jeu. La boutique refuse de faire le tri, préférant laisser le marché décider du succès. Cette approche a attiré la sympathie des développeurs indépendants pendant une génération. Mais ce n'est pas toute l'histoire. L'algorithme de recommandation de Steam enterre discrètement des milliers de sorties de faible qualité chaque année. Le moteur de recommandation choisit quels jeux sont affichés à chaque utilisateur. Les titres issus d'assets préfabriqués sont cachés. Les jeux bâclés créés par l'IA qui ont envahi les grandes boutiques en ligne sont eux aussi relégués au fond. Valve exige désormais la divulgation du contenu généré par l'IA, et tout jeu qui enfreint les règles de qualité de base est purement et simplement banni. Donc, l'idée que Steam n'opère aucune sélection ne tient pas vraiment la route. Il y a bien une forme de curation, mais pas de manière évidente. Valve se retrouve dans une position délicate. Être vu comme l'ami des développeurs indépendants, et la plateforme qui laisse le marché décider leur profite beaucoup. Mais ils doivent aussi protéger cette plateforme. Sinon la boutique se noie sous 50 000 sorties annuelles de jeux sans intérêt créés à la va-vite. Les deux objectifs ne sont pas totalement compatibles, donc Valve adopte un compromis discret et pragmatique, contrairement aux entreprises publiques. Ils acceptent de paraître un peu hypocrites, puis ils passent à autre chose. Protègent-ils l'écosystème? Ou sont-ils les gardiens qui décident quels développeurs peuvent survivre? Probablement les deux. C'est la taille de la plateforme qui a permis cette inondation de contenu médiocre. Plus de 20 000 jeux sont sortis sur Steam en 2025. Valve a également mis en place des systèmes qui influencent activement la façon dont ce classement fonctionne. Ce n'est pas aléatoire, c'est structuré. L'ensemble est un peu chaotique, mais cela préserve l'impression de découverte sur Steam. On pense souvent que les jeux peuvent percer seuls, même si la boutique filtre et met en avant discrètement les premiers. Contrairement aux nouvelles boutiques en ligne dépassées par l'explosion de contenu, Steam s'adapte sans difficulté. Ce type de modération est peut-être la seule façon pour des plateformes de cette taille de durer sans devenir des éditeurs autoritaires ou des dépotoirs chaotiques. Valve a proposé une troisième voie, plus chaotique. Ce n'est pas fidèle à leur marketing, mais ça marche. Chapitre 8. Le pivot. Rien de tout cela n'a vraiment de sens pris isolément. Valve sort plus de choses que ses concurrents avec une fraction du personnel. Elle agit sans marketing, préserve une culture qui ne survivrait pas à la cotation en bourse, mais obtient néanmoins des résultats efficaces. Cette structure ne se retrouve pas dans les grands studios connus. Chaque élément paraît impossible séparément, mais leur combinaison est unique. Cela fonctionne parce que Valve a refusé, dès le premier jour, de jouer le même jeu que tout le monde. Un fondateur, quelques associés principaux, et la liberté d'ignorer les avis sur ce à quoi devrait ressembler une entreprise technologique moderne. La plupart des articles sur Valve voient cela comme original, mais il y a un schéma plus clair derrière. Bien des pratiques courantes dans les grandes entreprises existent uniquement grâce à des financements extérieurs. Les rapports trimestriels, acquisitions, gros effectifs et dépenses marketing ne sont pas indispensables pour créer ou distribuer des logiciels. Un petit groupe construit ce qu'il souhaite, disposant de fonds suffisants pour prendre son temps. C'est ce qui donne cette impression d'inhabituel. Pourquoi ? Parce que tout le monde s'est tellement habitué au statu quo qu'ils ont oublié que cette option existait même. Chapitre 9. L'État souverain. Valve n'est pas vraiment une entreprise au sens classique. Elle se comporte plutôt comme un petit État privé. Située à Bellevue, elle applique ses propres règles pour l'embauche, les salaires et les stratégies à long terme. Rien n'oblige l'entreprise à suivre les normes de l'industrie. C'est la différence clé. Valve n'agit pas comme une société cherchant à gagner sur un marché. Elle agit comme quelque chose qui est complètement sorti du système habituel. Et une fois que vous le voyez de cette façon, les décisions qui semblent inhabituelles de l'extérieur commencent à avoir plus de sens. Reproduire Valve complètement est presque impossible. Très peu de fondateurs possèdent encore la majorité d'un géant du logiciel rentable. Très peu de cultures ont été affinées aussi soigneusement pendant 20 ans. Leur avantage est spécifique. Posséder la plus grande boutique de jeux PC au monde est quelque chose qu'une seule entreprise peut faire. Mais les entreprises peuvent en tirer des leçons. Les petits studios, voyant les ravages des marchés boursiers, ont choisi de ne pas y participer. Regardez Local Funk, créateur solo de Balatro. Il a refusé des offres de rachat et a délibérément gardé une structure réduite. Ou Sven Vinka chez Larian Studios, l'équipe derrière Baldur's Gate 3. Il dirige le studio depuis des décennies, sans l'introduire en bourse, et a récemment sorti un immense succès, selon ses propres conditions, après avoir renoncé à des accords avec des éditeurs.
Aucune ne deviendra Valve, mais ce n'est pas nécessaire. Toutes ont appris assez pour jouer au-dessus de leur catégorie financière. Leur succès montre que plus c'est gros, mieux c'est, est une idée fausse. Le jeu vidéo n'est pas fini, et les licenciements continuent. La prochaine vague est probablement déjà en marche. Les budgets AAA explosent toujours au-delà de tout ce qui est durable, et les départements marketing continuent de dépenser de l'argent dans des campagnes que personne n'a demandé. L'hémorragie va continuer. Des studios qui ferment actuellement faisaient un excellent travail. Les employés licenciés méritaient mieux que les conséquences des difficultés financières de leurs employeurs. Mais quelque part à Bellevue, 360 personnes prouvent quelque chose année après année. Il n'y a pas que les géants de la tech qui sont scrutés à la loupe. Le développement de jeux le ressent aussi. Voyez pourquoi le développement de GTA 6 est si long, et pourquoi Rockstar subit une telle pression pour sortir le jeu. Ou cliquez sur cette vidéo.